Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi, RH Management, débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles évidemment. Bien dans son job, on parle des salaires et de la transparence salariale. La France, est-ce qu'elle est prête? Elle va devoir en tout cas s'aligner à ces nouvelles règles européennes. On en parle dans quelques instants avec Virgile Ranjard. Il est CEO de Figure avec un S. Smart Job, le cercle RH et un grand entretien aujourd'hui pour parler des visios. Bah oui, elle a occupé une partie de notre vie pendant le Covid et puis elle s'est prolongée, cette visio, ce fameux télétravail. C'est un livre passionnant écrit par Alexandre Désisnard. Il est auteur justement de ce livre, La visio m'a tué, une étude entre la sociologie et l'anthropologie. On en parlera avec lui longuement dans le grand entretien. Pour terminer notre émission, fenêtre sur l'emploi, seuls 8% des Françaises et Français veulent travailler à l'étranger. Bah oui, il y a moins d'engouement pour devenir un expat. Que se passe-t-il? On reviendra sur l'étude de Fanny Potier-Conin, qui est partenaire et directrice au BCG. On fera une étude détaillée sur cette situation. Voilà le programme. Tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job pour parler de la transparence salariale. C'est un sujet épineux, c'est un sujet sensible. Les entreprises hésitent un peu, elles font de la transparence pour certaines radicales, pour d'autres ne montrent rien. Et on va en parler avec vous, Virgile Ranjard. Vous êtes CEO de Figure avec un S. Et c'est très intéressant parce que vous avez une double casquette, formation d'ingénieur scientifique et une formation dans les RH. Exactement. Les deux réunis font qu'aujourd'hui, vous proposez un outil pour aider les RH. Revenons quand même à la source de notre échange. L'Europe va obliger la France dans les 4 ans à venir à devoir quoi? Faire plus de transparence salariale? Exactement. Dans les 2 ans à venir, puisque les premières lois doivent être en théorie mises en place d'ici juin 2026. Juin 2026. Exactement. Concrètement, qu'est-ce qu'elle dit? Il faut que l'entreprise affiche, montre les écarts de salaire entre les femmes et les hommes. C'est quoi les nouvelles règles? Alors, déjà, le dernier point est pertinent parce que l'origine de cette directive européenne, c'est la réduction des écarts hommes-femmes, des écarts de salaire. C'est la base. Oui, exactement. C'est la volonté qui se cache derrière cette loi. Elle a beaucoup d'obligations. On parle beaucoup du fait d'afficher les éléments de rémunération sur l'offre d'emploi, de devoir être plus transparent sur une entreprise lorsqu'elle publie un poste, de dire voilà les éléments de rémunération qui sont attachés à ce poste-là. Et puis ensuite, c'est quand même savoir en entrée à combien on entre, ça c'est intéressant. Exactement. Et puis ensuite, se donner aussi l'idée de son évolution salariale, ça c'est important ça aussi. Plus de transparence sur les critères qui vont être utilisés pour déterminer l'évolution salariale au sein de l'entreprise. Justement, j'allais y arriver, parce que la transparence salariale, ça renvoie à l'idée que mon collègue de bureau a eu plus 10 et que moi j'ai eu plus 2. Et j'ai quand même pour autant l'impression d'avoir bien fait mon travail. Donc c'est aussi l'enjeu de l'évaluation et les critères qui vont faire que je suis augmenté. Ça, c'est ça l'enjeu. Exactement. Et l'enjeu, ça ne va pas être de savoir, par la loi, d'obliger les entreprises à dévoiler les salaires individuels ou les augmentations individuelles. C'est vraiment, ça fait peur, transparence salariale. Tout le monde pense à transparence individuelle. Non, c'est plus de la transparence dans les règles du jeu. C'est ça le sens de la loi. Donc il n'y aura pas affiché dans l'entreprise par nom les salaires de chacun alignés. L'esprit, c'est quoi? Parce que vous vous êtes implémenté, pour utiliser un mot un peu technique, mais vous, chez Figure, vous vous implémentez, vous dites au RH, attention, ça va arriver. Exactement. Préparez-vous les amis, quoi. Exactement. En fait, ce que l'on dit, c'est que ça va être un coup de projecteur, en fait, sur l'équité de l'entreprise. L'équité interne, c'est-à-dire à quel point les gens sont payés équitablement entre eux, et l'équité externe, à quel point les gens sont payés équitablement par rapport à leur valeur marché. Et donc, le premier sujet, quand on parle de transparence, c'est pas la transparence elle-même, c'est un zoom c'est un audit sur cette équité. À quel point l'entreprise est équitable. On avait pris un peu d'avance avec l'index égalité femmes-hommes porté par Elisabeth Borne. On était déjà un peu en avance sur cette Exactement, on était un peu en avance. Alors, ce que ça va changer, c'est d'aller encore plus loin dans les rapports obligatoires, notamment au niveau égalité hommes-femmes, au niveau égalité de salaire. Il va y avoir une refonte de cet index EGAPRO pour amener plus de transparence sur les écarts de rémunération, etc. Juste un mot, parce que ce qui est intéressant, votre boulot, c'est de récupérer de la donnée, de la data, de l'organiser, de la faire vivre et d'apporter ensuite des histogrammes, des camemberts, des graphiques. Exactement. Et leur donner des marges de progression, j'imagine. Exactement. D'aider les entreprises à faire un état de lieu de leur équité. À quel point je suis aligné par rapport au marché? Est-ce que je suis aligné partout dans toutes les fonctions? À quel point en interne, à poste égal, j'ai des écarts de salaire que je vais avoir du mal à justifier demain? Parce que demain, je vais devoir le faire, ce qui n'était pas le cas un peu dans cette ère passée. Qu'on soit bien d'accord, les collaborateurs, même si ce n'est pas individuel, ont accès à ces données. Ils auront un droit à l'information. Ils pourront le demander. Ils pourront demander à l'entreprise comment je suis payé, comparé aux gens qui font le même travail ou un travail de valeur égale. C'est très différent.
ils peuvent le demander, mais ce n'est pas publié sur le site de l'entreprise, on est d'accord? Exactement. Donc l'entreprise, à discrétion, aura la possibilité de ne pas publier ou de publier. De ne pas publier ces éléments individuels, mais tout employé aura le droit de demander, l'entreprise aura l'obligation de communiquer aux salariés ce positionnement de salaire comparé à ses collègues. Les partenaires sociaux, j'imagine, vont être en première ligne sur ce sujet. Ils vont réclamer évidemment ces documents. Exactement. C'est un outil de marque employeur aussi, ça? Ce sera un outil de marque employeur. Ça l'est déjà en prémisse pour quelques entreprises, mais demain, c'est sûr, il y aura plus d'entreprises qui vont positionner leur politique salariale en externe de plus en plus transparente pour attirer candidates et candidats. Là, aujourd'hui, on en est où? Parce que là, vous avez aussi un travail une vue panoramique sur ce marché qui est en train de s'ouvrir. Qu'est-ce que vous dites des entreprises? On est prêt, on n'est pas prêt? C'est la panique? Comment ça se passe là? On est plutôt dans le dernier cas de figure. Je dirais qu'on est plutôt on n'est pas prêt, c'est un peu la panique, parce qu'on vient de l'ère de l'opacité. Surtout en France où culturellement, on n'aime pas parler salaire en fait. Donc, cette transparence salariale, c'est deux mots qui n'ont historiquement jamais été attachés ensemble. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui sont un peu pris de court et qui craignent un peu ce passage à plus de transparence et qui se disent, j'ai 2 ans, 3 ans peut-être, pour mettre les choses en ordre de marche, pour auditer mon équité et corriger des écarts qui sont là des fois depuis des années ou des décennies, avant que ce coup de projecteur arrive. C'est ancré. Merci. Vous avez donc du travail sur les 2 années à venir, parce que vous allez être excessivement sollicité pour déployer votre outil, en fait. Exactement. C'est un vrai plaisir, Virgile Ringard. Je n'ai pas écorché votre nom, CEO de Figure, avec une spécialité à la fois hybridée, parce que c'est de la science et de la technologie, de la tech, mais c'est aussi des RH, évidemment. C'était aussi l'objet de votre présence dans l'émission Smart Job. C'est un vrai plaisir. On tourne une page, on va s'intéresser à un sujet qui vous concerne, j'en suis sûr, la visio. C'est le Cercle RH, c'est un grand entretien avec un auteur qui a fait une étude sociologique à la rencontre de tous ceux qui pratiquent cette visio. Comment ils la vivent, comment ils arrivent à trouver un juste équilibre entre vie pro, vie perso. Est-ce que ça les use? Est-ce qu'ils sont heureux en télétravail? Toutes ces questions, je vais les poser à l'auteur de ce livre, La visio m'a tué. C'est le grand entretien et c'est tout de suite. Smart Job est un grand entretien aujourd'hui pour s'intéresser à un sujet dont on a parlé. Alors pendant le Covid, quasiment chaque semaine, le télétravail. Où en sommes-nous? Comment vivons-nous avec ce télétravail qui devait être, souvenez-vous, temporaire, puisque ce télétravail était lié à une période de confinement et puis il s'est généralisé. Pas partout, pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de métiers où le télétravail, évidemment, n'est pas possible. Et un livre, le livre essentiel, si vous voulez y voir un peu plus clair, La visio m'a tué, tué ER, évidemment, ce jeu de mots avec Omar m'a tué, d'un fait divers terrible. Alexandre Désinard, ravi de vous accueillir. Vous êtes l'auteur de ce livre, Alary Édition. Alors ce livre, on en a beaucoup parlé, les médias s'en sont emparés. Oui. D'abord, un petit mot sur vous, parce que dans les grands entretiens, on a envie d'en savoir plus. Alors vous écrivez des livres, l'Open Space m'a tué, qui avait été un carton, 2008, La visio m'a tué, qui marche très bien. Vous étiez journaliste, chroniqueur, vous aimiez décortiquer comme ça les mots du quotidien? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, j'ai pas ma carte de presse, je suis pas plus chroniqueur que journaliste, mais en fait, j'aime bien me définir comme anthropologue des bureaux, parce que c'est ma méthode, en tout cas, pour faire, notamment pour ce livre. J'interroge les gens autour de moi, puis après, j'élargis, j'analyse la matière, mais avec comme un anthropologue, en se disant, tiens, si quelqu'un débarquait dans le monde du travail et avait 50 ans plus tard, qu'est-ce qu'il dirait de notre époque aujourd'hui, dans nos manières de travailler? Donc, plus un recul d'anthropologue que de journaliste. Mais après, sans se prendre au sérieux non plus, c'est pour rigoler. C'est-à-dire qu'on parle du travail, mais voilà, j'aime bien aussi tourner en il y a de l'humour. Voilà, il y a de l'humour, parce que c'est quand même un sujet très sérieux. Donc, plus c'est sérieux, plus j'aime bien un peu rigoler. Et ça commence d'ailleurs, je le redis, par le titre et par ce jeu de mots. Juste pour qu'on vous situe, parce que ce livre n'est pas tranché, c'est pas jour, c'est pas nuit, c'est un vrai travail d'anthropologue et il faut le redire. Vous, la posture que vous optez, c'est vous écoutez, vous entendez, vous posez le sujet. Vous y êtes plutôt favorable, vous, en tant que citoyen, à ce télétravail? Vous le pratiquez toujours avec les Teams et les visios? Ou vous faites partie de ceux qui disent « je préfère voir la personne en face » ? Alors, voilà, c'est-à-dire que moi-même, j'ai été partagé. Pour l'Open Space Mathieu, vous avez rappelé, c'était un pamphlet. J'étais contre les méthodes de management qui se déroulaient en Open Space et les organisations et tout le discours unique qu'il y avait à l'époque. Là, pour le télétravail, ça serait suicidaire de dire que d'être contre le télétravail. Ça arrange plein de gens. C'est réclamé aux entretiens d'embauche. Les gens demandent combien de jours ils ont en télétravail. C'est quand même très confortable par moment d'être chez soi sans être dérangé par les voisins de bureau. Donc il y a des avantages et puis pour des économies de déplacement. Clairement. Mais
En fait, c'est pas tellement pour ou contre le télétravail. J'ai pas envie de me situer sur ce registre-là. J'ai plutôt envie de dire, ok, le télétravail est un mode installé. On travaille comme ça, mais qu'est-ce que ça va avoir comme effet sur nos relations, dans nos liens? Est-ce que le télétravail, en plus, c'est un peu limité? Moi, j'ai appelé ça la visio parce que c'est le fait de passer par écran interposé. C'est ça. Et on ne télétravaille pas que chez soi, on télétravaille aussi au bureau. Il y a des gens qui arrivent, qui se déplacent pour travailler en visio. Quelquefois même d'un étage à l'autre. Et ils font et c'est même plus pratique, ça va plus vite. Hop, on génère un petit lien Teams ou autre. C'est vrai. Et on le fait, et c'est plus long que de réserver une salle, de dire tiens, t'es là, toi, t'es pas là. Et... D'ailleurs, à dessein, vous dites visio et pas télétravail, parce qu'on l'utilise de manière un peu scientifique, mais le mot aujourd'hui usité dans le langage du quotidien, c'est on s'ouvre une visio. On se fait une visio. On se fait une visio, on s'ouvre une visio. Vous dites quand même que, et ça les entreprises, les DRH nous le disent, mais vous le racontez ça aussi, c'est manque de convivialité, perte un peu d'esprit d'équipe, ce qui fait aussi le sel d'une entreprise, l'air de rien. Oui. On se voit, on parle, on se prend un café, on se dit des choses, il se passe des choses, et là la visio quand même, avec ce mur d'écran, ça tue ça. Oui, et puis tout simplement parce que aussi, même les bureaux eux-mêmes sont moins remplis. Sauf, du coup, on en vient à organiser des flex-office, qui est encore plus difficile de créer un sentiment d'appartenance et de convivialité quand vous changez de voisin tous les jours. Vous avez du mal à créer des liens avec... c'est difficile de faire une culture d'entreprise, de mettre une atmosphère conviviale. Donc c'est le problème des entreprises aujourd'hui. Et puis même quand vous êtes nouveau, pour vous s'intégrer à distance quand on a... et de ne pas trouver les mêmes personnes, c'est nouveau ça. Au début, on se demandait jamais qui était au bureau. On y allait, on savait qui on allait retrouver. Maintenant, c'est nouveau, on ne sait pas. Vous utilisez un cas fictif, il faut le préciser, dans cette entreprise lilloise, Cassiadi, et l'entreprise, la personne qui va au travail, donc elle est en télétravail, elle fait de la visio beaucoup, elle est à distance. Ah oui. Quand elle va au travail, vous dites, elle part au front. Ah oui. C'est incroyable. Ah oui, alors c'est pas quelque chose de fictif, c'est fictif, les noms sont fictifs. Vous avez changé les noms, mais voilà, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire, voilà. Pour ne pas gêner la personne qui s'est exprimée. Sur certaines scénettes, j'ai vraiment pris des précautions parce que... Donc elle vous dit, parce que vous avez fait votre métier d'enquêteur et de journaliste, elle vous dit, moi je pars au front, j'ai la boule au ventre, j'y retourne quoi. Oui, c'est ça. C'est dingue. Oui, et puis il y avait cette histoire aussi d'alternant aussi qui vient au bureau, puis en fait c'est N+1, toute son équipe est en télétravail. Mais on oblige les alternants à venir dans leur période d'essai. Donc en fait ils viennent et puis ils sont pas encadrés parce qu'il y a eu un... Donc il est tout seul, livré à lui-même. Voilà, il est tout seul, puis du coup ça pose le problème de transmission. Voilà. Mais en même temps, c'est aussi beaucoup les jeunes qui réclament de flexibilité dans leur travail. Mais en même temps, quand ils commencent, ils réclament aussi de la transmission, qu'on leur explique les choses. Donc il ne faut pas voir ça en noir et blanc comme vous avez dit au début. Mais ce qui est intéressant, comme dans votre analyse, Alexandre, c'est que, et nous on l'a vu sur ce plateau, c'est que souvent le télétravail masquait aussi l'envie de ne plus revenir voir son manager, c'est-à-dire de ne plus être confronté aux affres et je vous souris parce que souvent vous avez dû l'entendre, je suis bien tranquille chez moi, je suis au calme, ça on l'entend tout le temps, mais puis j'ai pas mon manager dans les pattes. Voilà. Je suis pas dans cette espèce de pression hiérarchique. Ça aussi, ça a permis d'alléger aussi. Ça a permis d'alléger, sauf que il y a un sentiment qu'on intériorise de surveillance quand on est à distance et qu'on est chez soi. Il y a notamment cette fameuse lumière, et ça on dit toujours que la technologie ça dépend ce qu'on en fait, mais enfin Teams n'était pas obligé de mettre une lumière verte quand on est actif ou rouge quand on est en réunion. Entièrement d'accord. Et donc ça c'est quand même une décision technologique... Humaine, et voilà, une décision humaine sur de la technologie. Oui, vous avez raison, de ce point de vue-là. Mais en tout cas, il y a une architecture participative qui fait que c'est un mouchard. En fait, c'est une horloge, la pointeuse des cadres à distance sur Teams. Et, alors, ça fait longtemps qu'il est ni vert ni rouge, il est gris. Qu'est-ce qu'il fait? Ça se trouve, il se concentre pour justement ne pas être interrompu et ni être sollicité par Teams à distance, parce que c'est la... Est-ce qu'on est mieux concentré? Est-ce qu'on est moins surveillé à distance? Chez soi, c'est pas sûr. On n'a pas encore, je pense, tout à fait le recul sur les conséquences sur la psyché, sur le mental, mais on a quand même déjà des débuts d'études qui montrent un désengagement, des moments de solitude très puissants, de tristesse pour certains, même de dépression. Vous l'avez entendu, des gens ont déjà évoqué avec vous ces sujets-là? Oui, notamment, c'est à partir de différents témoignages que j'ai composé celles où on du surbooking à distance, parce que par agenda partagé, quand on ne voit pas la personne, c'est facile de faire comme si les collaborateurs, comme sur Doctolib, on leur remplit leur créneau libre. Et il y a du surbooking, il y a quelquefois et sans vous savez, quand il y a les visios s'enchaînent, vous n'avez même pas le temps de respirer en changeant de salle, puisqu'en fait,
vous êtes toujours systématiquement. On switch. On switch. Et on switch sans transition, Jean-Paul. On y va. Et il n'y a pas ce plaisir du débriefing, ces petites blagues du début. On dit toujours au début d'une réunion en visio, on dit vous m'entendez, on ne dit pas bonjour. Et c'est vrai. Pas... Et puis le petit sas, il faut le dire, de l'entreprise, voilà, où on a le temps d'aller se prendre un café rapidement, on arrive un peu en retard avec les dossiers sous le bras, ça c'est fini. Tout ça c'est fini. Dans ce que vous décriviez qu'on perd et sur lesquels on commence à prendre du recul, les effets de seuil, toutes les conversations sur le seuil de la porte qui sont souvent très riches et fécondes, elles disparaissent. Il y a un autre sujet, et celui-ci là aussi il est en gestation, vous évoquiez Teams, on voit l'IA générative qui s'inscrit de plus en plus avec Teams. Ça, j'imagine que c'est peut-être le tome 2, mais Teams, Copilot, vous voyez où je veux en venir. Je vois tout à fait. C'est excessivement dangereux, oui. C'est source de conflits, et on peut enregistrer n'importe quelle conversation en temps réel, en faire le résumé. Enfin, je veux dire, on n'est plus le maître de soi, en fait, là. On n'est plus maître de soi. Déjà, il y a quelque chose que j'aurais pu percevoir que je n'ai pas... Enfin, je ne l'ai pas mis en scène. J'ai eu des témoignages notamment sur une nouveauté que je trouve incroyable, c'est que c'est une pratique de plus en plus répandue, c'est qu'on enregistre maintenant ces réunions. Exactement. Donc c'est comme s'il y avait la VAR des matchs des visios. Ah ben moi, et ça génère des comportements qui sont inédits, c'est qu'il y a des gens qui se disent je pourrais pas aller à la réunion, mais je regarderai le replay. Et c'est-à-dire qu'il demande d'enregistrer la réunion, il le regarde chez lui le soir ou dans l'après-midi, il trouve un créneau pour regarder la réunion à laquelle il ne peut pas assister. Et souvent, il la regarde en accéléré, ce qui est assez drôle. Donc du coup, on met en x2, x1,5, x2, parce que souvent, il y a des gens qui ont quelquefois des bilans en réunion. On les accélère, comme ça, on peut enchaîner les réunions sans y aller. Donc il y a à la fois l'idée qu'on va stocker de la data et du programme. Oui. Et puis, il y a quand même pour le salarié, c'est comme ici sur ce plateau, lorsqu'on est filmé, on fait un peu plus attention à ce qu'on dit. Les dérapages ne sont pas permis. C'est tout à fait. Le small talk est absolument pas. Non, mais il y a un vrai sujet quand même autour de ça. Ça fige. Vous êtes un professionnel de ça, mais les gens ne sont pas tous des professionnels, donc évidemment, c'est fatigant d'être bloqué. Ça, moi, je n'ai pas l'habitude, je suis obligé de ne pas bouger. J'aime bien bouger en marchant, là, je ne peux pas bouger. On est comme ça toute la journée, vissé à son siège. Et c'est une performance dans le sens anglais du terme, on joue un rôle. Voilà. C'est exactement ça, c'est les performeurs qui enchaînent et qui changent de masque en fonction des clients ou des fournisseurs avec lesquels, parce qu'en fait, parfois on passe d'un sujet à un autre aussi à travers une visio. Et on passe d'un sujet à un autre. Il y a ce que j'appelle aussi les réunions augmentées, c'est-à-dire que vous croyez être tout seul avec votre interlocuteur, en fait, lui, il est en chat avec d'autres personnes dans ses équipes qui ne sont pas invitées à la réunion, mais qui lui fournissent des informations en temps réel. Donc, en fait, vous avez des camps qui peuvent se... En fait, c'est tout un monde différent de la réunion simple où on a les gens en présentiel. Voilà, c'est... Le prochain livre, parce qu'on voit bien que sur cette visio, on voit bien que sur ce télétravail, il y a encore à la fois de la réglementation, on signe des nouveaux accords. J'ai vu que les entreprises renégociaient les accords de télétravail. Vous avez vu qu'on est en train doucement, mais sûrement, de les réduire. Enfin, je ne sais pas, vous qui observez le benchmark du télétravail, on réduit un peu quand même. On réduit la voilure, mais en même temps, pour recruter des talents qui réclament cette flexibilité, on est obligé, si les entreprises sont trop rigides là-dessus, elles vont perdre des talents. Donc, il faudrait peut-être voir de nouvelles manières de se rencontrer. C'est plus vers là qu'il faudrait créer. Et peut-être pas de la manière que j'ai observé, notamment ces entreprises qui, à juste titre, essayent de retrouver cette spontanéité. Le café télétravail, les cafés visio. Il y a vraiment un cabinet de conseil en transformation digitale qui a réfléchi, avec les associés se sont réunis, ont réfléchi à comment on pouvait organiser la spontanéité. Comment organiser la spontanéité, ce qui est comme un magnifique oxymore. Ouais. C'est le film Les Randonneurs où le type lui apprend à marcher, en fait. Pose ton pied à plat et mets-toi en avant, et l'autre lui répond, en fait, tu m'apprends à marcher, quoi. Oui, mais en même temps, c'est pas faux. C'est comme travailler son naturel. C'est une opposition de mots, mais en même temps, on voit très bien là où on veut venir organiser la spontanéité, c'est-à-dire d'essayer de retrouver le monde d'antan où on faisait. Alors du coup, c'est du carton-pâte, en fait. C'est du cinéma. C'est un peu survendu. C'est-à-dire qu'on va créer des moments où on est ensemble. Parce qu'on ne se voit jamais, en fait. Et parce qu'on est désynchronisé. Et à ce moment-là, il faut qu'on soit très heureux d'être ensemble et donc d'être très spontané et heureux. Voilà. Et dans ce cas-là, les introvertis ne sont pas très contents parce que c'est du travail en plus pour eux. Il y en a qui adorent parce que leur vie est avec les collègues et tout ça. Mais d'autres, il faut qu'ils fassent un effort colossal. Voilà. Un mot, et même plusieurs, Alexandre, pour terminer, parce que ça aussi, c'était le gros focus de l'année précédente, voire même de l'année Covid. Télétravail, productivité. Parce que le gros sujet, c'est... Vous vous rappelez cette petite phrase de Nicolas Sarkozy, prononcée d'ailleurs dans une émission de Bismart au stade Vélodrome, avec son maire, dans télétravail. Qui n'est pas très pro-télétravail. Qui n'est pas du tout, et qui dit clairement, dans télétravail, vous l'aurez compris, il y a le mot télé. Oui.
et qui renvoie à l'idée que quand on est en télétravail, on n'est pas productif. Quelle est votre religion sur cette question et qu'est-ce que vous disent ceux qui y sont? Ils grugent, ils jouent avec ou vraiment ils s'investissent dans leur fonction? Il y a évidemment de tout, mais ce que je répondrais plutôt, c'est qu'il est plus difficile de gruger au bureau que de gruger de chez soi, parce qu'on intériorise on culpabilise plus facilement. On va se demander, à la limite, on va plus se faire couler un café parce que ça ressemble à la cafétéria, ou là maintenant on dit les tisanières, mais bon, pareil. Mais par contre, on va hésiter à aller regarder des vidéos et tout ça. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui le font, mais voilà, c'est pas facile. C'est qu'on est quand même entouré de son chez-soi. On n'est pas entouré du travail. Donc les endroits qui ressemblent plus au bureau, c'est la cafétéria. Et après, quand vous disiez justement le télétravail, c'est la télé, pas le travail, c'est un poncif que j'ai entendu plein de fois et qui est pour moi une extension tu prends ton après-midi quand tu pars trop tôt de l'open space. C'est exactement ça. Donc, ce qui veut dire que quand on est chez soi, on intériorise ce sentiment de surveillance, ce qui ne veut pas dire qu'il est réel, mais c'est une extension comme dans l'open space. Donc on en ferait presque trop en télétravail. Exactement, on surjoue. Parce qu'on a vu ceux qui finissaient à 23h, minuit, qui avaient l'ordinateur sur le canapé pendant le Covid, vous vous souvenez? On surjoue la présence, exactement. Et on montre qu'on est présent. Et on montre qu'on est présent. D'ailleurs, avant de nous quitter, j'ai lu aussi pour montrer qu'on était toujours engagé et qu'il ne fallait pas qu'on nous oublie, parce que plus on est loin, plus on a peur d'être oublié par le manager. Oui, du coup, on va multiplier les participations parce qu'il n'y a pas que la visio, il y a aussi tous les chats qui se multiplient, et notamment tous les canaux de communication. C'est une ruche hyperactive maintenant, nos outils. Coucou, je suis là, coucou, je suis là. Coucou, je suis là, ou j'ai trouvé un truc très intéressant, et en fait, bon, c'est juste pour ramener sa fraise, et voilà. C'est exactement ça. Merci Alexandre, je suis sûr qu'il va y avoir une suite, parce qu'on est, je dirais, à l'aube. Tout le monde me dit l'IA m'a tué, mais c'est vrai que c'est un peu proche. Et déjà, la visio, c'est arrivé tellement vite. Mais tout va vite. L'IA est déjà là. L'IA m'a tué. Vous allez revenir nous en parler. Peut-être que le titre sera différent. Alary Édition, Alexandre Desisnard, merci d'être venu nous rendre visite avec ce livre passionnant et qui n'est pas un livre idéologique ou dogmatique, je le redis. Non. C'est un vrai travail d'anthropologue. Ce sont des scénettes. Merci de nous avoir rendu visite. C'est un vrai plaisir. Plaisir partagé de venir. Merci. Dans le grand entretien de Smart Job. On tourne une page tout de suite. C'est Fenêtre sur l'emploi. Et on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi pour parler des expatriés. On en a beaucoup parlé de ces expats, comme on dit, pendant toute la saison. Et on en parle encore aujourd'hui avec une étude passionnante que vous portez, Fanny Potier-Coninck. Ravie de vous accueillir. Vous êtes partenaire et directrice au BCG, au Boston Consulting Group. C'est ça. C'est bien cela. Avec un chiffre, commençons peut-être par le premier, le plus éloquent. Seulement 8% des Français veulent travailler à l'étranger. Alors on peut affiner par tranche d'âge. Les jeunes sont un peu plus mobilisés, mais globalement, c'est peu. Comment vous l'expliquez ? Alors, je vais me permettre de vous contredire. Je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait, parce qu'on est dans un pays qui a un sujet démographique. On a une démographie qui diminue. Donc, on a moins de gens qui arrivent sur le monde du travail. Et on a quand même des conditions de vie, une qualité de vie et des conditions financières qui sont assez attractives. Vous le prenez à l'envers. Vous dites, si on ne veut pas partir, c'est qu'on est bien chez nous. C'est ça. Et ça se relativise, c'est une moyenne. Donc ça se relativise, comme vous le disiez, donc par âge. Donc en fait, ce chiffre est représentatif de la tranche d'âge 35-65, où de facto, on est moins mobile et on a plus de contraintes familiales en général. Et avant, c'est mieux. Et les jeunes et les plus seniors ont des intentions de départ qui sont beaucoup plus élevées. Je m'étais laissé dire quand même que on part moins pour les raisons que vous évoquez, mais on part moins aussi parce que le statut d'expatrié n'est plus tout à fait le même. On signe des contrats locaux. On n'a plus ce statut, vous savez, de l'expat qui avait la maison, la voiture, l'école et qui avait une forme de notabilité locale. C'est fini, ça tend à se réduire ? Alors, je ne dirais pas que c'est complètement fini. En fait, ça dépend un petit peu des industries, des secteurs d'activité, en fait. Donc, il y a des secteurs d'activité qui ont besoin de l'expatriation plus que d'autres secteurs d'activité. Par exemple, dans l'énergie, vous avez besoin de continuer à envoyer un certain nombre de gens et à faire tourner un certain nombre de gens à l'international. Le 8%, il vous donne aussi une indication de la demande. Vous avez aussi besoin, en tant qu'entreprise, de répondre à cette demande. Vous avez quand même des collaborateurs qui veulent partir à l'étranger. Donc, ça s'appelle du talent management. Donc, vous avez un point d'équilibre qui va dépendre quand même un petit peu des secteurs. Donc, c'est vrai que
pendant la période du Covid notamment, il y a eu un travail assez important, mais c'était de toute façon une trajectoire qui existait avant le Covid, de redéfinition un petit peu des politiques d'expatriation. Mais encore une fois, ça se démoyennise un petit peu en fonction des secteurs. Si on prenait le problème dans l'autre sens, on voit qu'il y a finalement le plaisir de rester sur ce territoire parce qu'il y a du travail, parce que les talents sont accompagnés. À l'inverse, est-ce que la France est un pays attractif? C'est-à-dire dans l'ensemble des pays du monde, est-ce qu'on a une forte pression des expats venus des États-Unis, du Japon, de Chine et j'en passe? Alors, il y a des cartes qui ont été pas mal rebattues. C'est une étude, vous savez, qu'on conduit avec Le Figaro et Cadre Emploi en France, mais plus généralement The Network. Il y a 150 000 participants et on est dans 180 pays. Donc, c'est la plus grosse étude, en fait, sur les préférences des individus. Bonne photographie, en tout cas. Voilà, exactement. Et donc les cartes ont un peu été rebattues dans le top 10, en fait, des préférences en termes de destination, sachant que, en fait, dans les grands facteurs pour lesquels on veut partir, je ne parle pas des Français ou des gens qui veulent venir en France, c'est d'abord un travail intéressant, donc des opportunités de travail, ensuite la qualité de vie et des raisons financières. Donc, en fait, c'est un besoin de marché de travail, c'est un besoin d'enrichissement personnel et d'enrichissement de cadre de vie et d'enrichissement financier aussi. Et il y a d'autres facteurs. Elle se situe où? Alors, on est 9e, mais il y a d'autres facteurs qui sont importants aussi, qui sont la langue. Pourquoi on part? Pourquoi on choisit un pays? C'est la langue. Le fait qu'on a des recommandations positives de son environnement et le fait qu'il y a une diaspora de notre nationalité dans le pays. Voilà, je vais créer des liens, je ne vais pas me sentir seul. La France est en 9e position. Oui. C'est une position qui est fixe, qui a bougé, qui a évolué? C'est la même que lors de la dernière étude. C'est relativement stable. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des pays, en fait, notamment l'Australie est passée en tête de classement, parce qu'il y a une grosse participation aussi des pays d'Asie du Sud-Est. Hein, je parlais de 180 pays participants, donc c'est pas neutre. On reste quand même avec cet échantillon qui est énorme, à préférer des pays anglo-saxons. Hein. Donc la France n'ira jamais en haut. Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire que les pays francophones, dont la France, ça restera en haut, mais relativement bas. C'est les pays anglophones, en fait, qui dominent Ce sont eux qui sont en haut du classement, c'est évident. Un dernier mot sur ces jeunes, parce que quand même, dans l'étude, 8%, c'est une moyenne, mais quand on regarde les jeunes de moins de 25 ans, c'est 20%. Je parle sous votre contrôle. Ça veut dire qu'on a quand même une jeunesse qui est très mobile, qui a très envie de bouger, il y a une forme d'aventure aussi de partir comme ça en expat. On les appelle les expats, les jeunes de moins de 25, parce que c'est parfois des stages, c'est de l'Erasmus, c'est plus tout à fait le statut d'expat. Non, je pense que c'est plutôt une autre forme de mobilité que l'expatriation. Mais c'est bien parce que je réinsiste. La mobilité internationale, c'est bien. Ça permet d'adresser des questions de marché de l'emploi. Ça permet de continuer à croiser les cultures et à échanger des perspectives et à se comprendre, et on en a besoin. Et ça permet, encore une fois, d'avoir des trajectoires financières sur toute une vie qui vont vers le haut. Donc ça permet de redistribuer les richesses, hein, c'est bien connu. Et puis c'est très bon pour un CV quand on a 25 ans et qu'on a fait l'Australie, qu'on a fait la Chine, ou qu'on a fait des pays un peu plus complexes. C'est toujours intéressant pour un recruteur de voir ça. Juste un mot avant de nous quitter, parce qu'il reste peu de temps. Paris, puisqu'on a parlé des pays, vous avez affiné jusqu'aux villes. Paris, 13e position. Relativement stable aussi. Et je n'ai que des facteurs émotionnels à partager, donc je ne les partagerai pas. Eh bien, gardez vos facteurs émotionnels, Fanny Potier-Konak. Merci d'être venue nous éclairer sur cette étude qui est passionnante, qui est une vraie photographie très précise de la situation des expats à travers tous les pays et des villes du monde. Merci, vous êtes partenaire directrice au BCG. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi, merci de votre fidélité, évidemment, et de vos messages sur l'ensemble des réseaux sociaux. Je vous dis à très très bientôt. D'ici là, portez-vous bien. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné, Alexis Mathieu, mais aussi Nicolas Juchat, j'en perds son prénom. Bye bye, à bientôt.